La ville de Montréal et tout le Québec en deuil. 3 morts, dont un policier lors d'une fusillade dans le quartier Côte-des-Neiges. Oh my goodness. What's going on? Oh, the guy, look, the guy is shooting. Right, look. La mairesse Martinez-Ferrada souligne le courage des policiers impliqués. Leur engagement envers la sécurité de notre ville mérite toute notre reconnaissance. Et l'enquête s'annonce longue alors que le tireur a laissé un manifeste. L'enquête sera faite, on ira au fond des choses et c'est le BI présentement qui est en charge. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Just heard a few loud noises, thought it was maybe like a car backfiring, then heard it a few more times, looked out the window, saw a few people running. Aujourd'hui, un des nôtres est tombé afin d'accomplir sa mission, protéger et servir. Et rester dans l'appartement, rester loin des fenêtres puis des portes, puis ils avaient commencé à cogner aux portes du monde, puis pour checker qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est enfui dans un appartement puis que le monde y était comme terrifié à l'intérieur. Bonsoir tout le monde, bonne fin de soirée. Ça a été une journée éprouvante pour bien des gens aujourd'hui. Et celui qui est tombé au combat aujourd'hui lors de la fusillade qui a fait 3 morts dans le quartier Côte-des-Neiges, eh bien c'est Mohamed Lamine Ben Redouane. C'est un policier de 34 ans qui était au service du service de police de Montréal depuis 2021. Lui qui exerçait en seulement son travail aujourd'hui. Il y a un homme également de 68 ans qui faisait aussi partie des victimes. C'est donc une journée extrêmement difficile qui se termine au Québec et on va les joindre Lila qui est toujours sur place parce que, Lila, les policiers sont toujours là présents ce soir, bien sûr. Ouais, il y a encore quelques chars de police derrière moi. En fait, il y a même, on peut le voir, une ambulance qui est toujours là derrière moi. On a également un poste de commandement aussi. Alors même si on a vu plusieurs véhicules partir, les camions et les équipes antiterroristes en fait qui ont quitté les lieux en grande partie, le nombre d'effectifs déployés était assez important. On n'a pas tout à fait le nombre encore, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a vu une centaine de véhicules et de chars blindés toute l'après-midi autour dans le quartier. Et puis ce soir, la population, elle se fait quand même rare dans les rues. On peut s'imaginer qu'ils sont restés à la maison plutôt choqués de la situation. Tu crois pas qu'il va avoir ça au Canada. Tu crois que juste tu vas marcher, faire ta vie et tout ça. Et puis en 2 secondes, il y a quelqu'un qui vient, qui commence à shooter les flics et tout ça, c'est fou. It's terrible. I feel bad for, these things are so typical in the United States, but here, I'm sorry that it has spilled over, but I guess you don't expect that to happen in Canada? No, we do not. But I guess, the internet has no borders. And so people can be radicalized anywhere. So, unfortunately. Ouais, c'est très choquant. Certainement que ça arrive ici à Montréal. On s'attendait pas à ça du tout. Et ouais, ça fait beaucoup de peine. Et il y avait un mort. Bon, et donc Lila, la fusillade qui a donc éclaté un petit peu avant midi aujourd'hui. Ouais, c'est arrivé en fait tout à côté, ici à l'angle de l'avenue Trans Island et de l'avenue Courtrai, en fait tout à côté de l'autoroute d'Écarie, au niveau de l'hôtel Hilton qui se trouve juste derrière moi aussi. De ce que les témoins nous ont dit, c'est que ça a commencé aussi sur la terrasse en fait devant l'hôtel. Le tireur aurait commencé à viser les commerces avoisinants. Le SPVM est arrivé assez rapidement sur place. C'est à 11h35 que les tirs ont commencé. Les témoins nous parlent d'à peu près 50 échanges de tirs entre les policiers et le tireur. On nous parle également en fait de la tenue vestimentaire du suspect. Il était habillé visiblement en vert olive, tenue militaire. D'après les témoins sur place encore, il semblait expérimenté. Il avait une arme semi-automatique avec des recharges à sa ceinture. Le chef de la police nous a rencontrés autour de 15 h pour nous faire le point sur la situation en fait. Toutes les informations, toutes les vérifications sont en train de se faire pour l'instant et c'est plus que terrible. C'est un drame et c'est un cauchemar. On fait l'enquête puis on va voir un peu plus tard c'était quoi ses objectifs, c'était quoi son intention. Pour l'instant, on n'a aucune information qu'il y aurait d'autres événements, mais par mesure de sécurité, on a préféré élargir la scène de crime. L'agent Mohamed Lamine Ben Redouane donc, qui est décédé. Ça faisait 24 ans, on nous a dit qu'il n'y a pas eu de policier tué par balle en fait à Montréal. Il avait donc 34 ans. On peut écouter le chef de la police. Je suis passé à l'hôpital rencontrer mes 2 policiers. La première, la policière, elle a été transférée à un autre hôpital. Lorsque je suis arrivé au 2e hôpital, mon policier est venu de décéder. J'ai rencontré les policiers avec qui il était. Et ça a été extrêmement difficile parce que
Vous vous engagez pour protéger, servir, au risque de votre vie. C'est une fois ça dit, on ne s'attend pas du tout à ça. Pas Fadi qui vous parle. C'est le chef, le directeur, le chef des troupes et le directeur de police des citoyens de Montréal. Je suis en opération présentement, c'est pas le temps des émotions pour moi. Je vais rester le plus focus possible pour mes troupes. Mais ce que je dis à mes troupes, qu'ils ont toute mon admiration. C'est préoccupant de voir ces gestes-là en 2026, mais voilà, je suis vraiment derrière eux. Donc tu l'as dit, hein, dans ces échanges de tirs, il y a aussi une policière qui a été blessée mais hors de danger et malheureusement un résident du quartier qui est aussi décédé. Et pour terminer, Sabrina, le tireur a donc diffusé, oui, un manifeste à l'encontre des femmes. Ce qu'on sait, c'est que ce document il représente l'idéologie du mouvement Incel, un mouvement donc qui appelle à faire violence aux femmes. Tout à fait. Merci beaucoup, Lila. Bonne soirée. Bon, et maintenant, je joins notre collègue Étienne, parce que, bon, Lila vient de le dire, mais le présumé tireur a donc écrit là, un manifeste de plusieurs dizaines de pages. Oui, exactement. Un document de 105 pages qui a été écrit un peu comme un travail universitaire avec de bas de page. C'est assez surprenant, l'homme de gens-là. On ne va pas oublier parce qu'on ne veut pas glorifier ses propos, inspirer d'autres personnes qui pourraient être troublées. Parce que justement, dans ce document-là, on découvre un homme qui est profondément troublé, en colère contre le système, les politiciens, l'élite économique, les banques également. Et donc, dans le document, il incite à la violence contre ces différents intervenants-là. D'ailleurs, plusieurs de ces intervenants-là, ce soir, craignent des gestes de violence à leur endroit. Donc, il y a beaucoup de craintes ce soir. Il en veut également à la pornographie auquel il faut s'attaquer. Il ne nomme pas de site pornographique en particulier, mais à 16 reprises, il parle de sa haine contre la porno. Donc, ça revient régulièrement. On sent qu'il est en colère. Et c'est pour ça également qu'on l'associe au mouvement Incel. Donc, ça veut dire célibataire involontaire. Parce qu'à plusieurs reprises, on sent une colère contre les femmes dans ce document. Oui, mais justement, là, tu dis qu'il parle à plusieurs reprises de pornographie dans le manifeste, mais il faut quand même parler de l'endroit où tout s'est joué. C'est lié, en fait, à cette industrie-là. Bien, exactement. Ça, c'est au bas de Halo. Halo, qu'est-ce que c'est? C'est le groupe qui détient Pornhub, le plus gros site de pornographie au monde. Donc, ça s'est passé en bas de cet immeuble-là, tous ces événements qu'on a vus aujourd'hui. J'ai parlé avec des membres de Pornhub, avec de la police également. Personne là est en mesure ce soir de dire que Pornhub était la cible de ce suspect-là. Mais il faut quand même mentionner donc qu'il avait une colère contre cette industrie-là et que ça s'est passé à quelques mètres des portes du quartier général de Pornhub. On verra dans les prochaines heures quelles informations vont se confirmer, qui était vraiment sa cible, pourquoi il s'est déplacé de l'Alberta jusqu'à Montréal pour commettre cet événement-là. Donc encore beaucoup de questions ce soir et son manifeste ne donne pas de réponse claire. Pas vraiment. Merci beaucoup, Étienne. Bonne soirée. Et je poursuis la discussion avec le professeur à l'Université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation, M. David Morin. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, pourquoi laisser un manifeste comme ça? Oui, alors écoutez, souvent on le voit de plus en plus, les extrémistes qui passent à l'acte violent laissent un manifeste en général pour un peu, je dirais, répandre leur idéologie et faire un peu de propagande. D'ailleurs, dans le manifeste en question, c'était dit. Un point important, évidemment, qu'il faut rappeler aux auditrices et aux auditeurs, c'est qu'un manifeste permet de cerner un peu l'état d'esprit d'un extrémiste, mais ne raconte pas toute l'histoire. C'est-à-dire que l'enquête finira de déterminer pourquoi, par exemple, est-ce que l'individu s'est déplacé de l'Alberta jusqu'à Montréal, pourquoi il a choisi ce lieu-là, quelles étaient ses motivations exactes. Donc il faut toujours être prudent avec ces manifestes, d'autant plus que, et ce sera mon dernier point à ce stade, aujourd'hui on voit beaucoup d'extrémistes qui finalement se servent des idéologies comme d'un bar à salade. On prend des idées dans telle idéologie, des concepts dans telle autre, et puis on se construit sa propre vision du monde. Donc les manifestes disent un certain nombre de choses, mais parfois pas tout. Et j'ai envie de savoir, c'est-à-dire que, bon, certaines personnes vont adhérer justement à certaines idéologies. À quel moment dans la radicalisation on décide de passer à l'acte, comme ce fut le cas aujourd'hui?
Oui, alors là, il n'y a vraiment pas de profil type. C'est une question assez complexe, c'est-à-dire que vous pouvez avoir effectivement une forme de radicalisation en ligne. Ici, l'individu empruntait beaucoup, par exemple, à la logique anti-système, anticapitaliste. Vraiment, il était très en colère contre les multimillionnaires, etc., les compagnies des plateformes pornographiques, etc. Et de l'autre côté, ce qui vraiment est très présent comme idéologie, c'est le mouvement, je dirais, masculiniste, donc une certaine haine des femmes qu'on rend responsables de tous les maux de la société, notamment des hommes, le fait de ne pas pouvoir être en couple, on s'en prend beaucoup au féminisme, etc. Et donc, il y a évidemment une idéologie qui est là, et ensuite, vous pouvez avoir des facteurs déclencheurs, parfois des contacts, des gens qui poussent les personnes à passer à l'acte violent, ça c'est dans des groupes plus spécifiques, parfois c'est simplement une trajectoire de vie où vous avez une crise particulière, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être parfois de la détresse psychologique, et puis vous passez à l'acte violent. Ça, c'est des éléments qui seront déterminés plus tard par l'enquête policière. On en saura donc davantage. Et là, bon, on lisait notamment dans le manifeste, et vous venez de le dire, hein, qu'on ressentait une certaine haine envers les femmes, donc pouvait faire partie possiblement du mouvement donc incel. Dites-moi, est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui adhèrent justement à cette idéologie-là? Ouais, alors le mouvement masculiniste et la manosphère, c'est-à-dire l'ensemble des tendances misogynes, motivées par la haine des femmes en ligne, effectivement, a tendance à s'accroître. D'ailleurs, c'est pas nouveau. Vous vous rappelez que quand on parle d'incel au Canada en 2018, à Toronto, l'attentat de la rue Yonge à la voiture bélier, c'était revendiqué par quelqu'un qui se disait appartenir à la communauté incel. Ce qui est important, c'est de se rappeler que toute la communauté incel n'est pas en soi nécessairement violente, mais il y a effectivement des franges qui sont beaucoup plus radicales et qui appellent à la violence contre les femmes. Donc effectivement, ça c'est un mouvement qui est quand même plus large, mais paradoxalement, dans le fameux manifeste, l'individu appelle aussi à s'en prendre aux leaders masculinistes en ligne. Donc vous voyez, il y a quand même un certain nombre de contradictions dans ce texte-là. Ouais. Et ce que vous avez vu notamment sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a quand même des gens là, dans certains groupes justement de masculinistes qui se réjouissent de ce qui s'est produit à Montréal aujourd'hui. Oui, absolument. Ça, on le voit sur les forums incel. Je rappellerai aussi un élément intéressant. Tout le monde se demande pourquoi cet endroit-là. Dans le manifeste, on dit qu'il faut aussi éventuellement s'en prendre aux grandes compagnies qui font aux grandes plateformes de pornographie en ligne. Et je rappellerai, et puis là, il faut vraiment être extrêmement prudent à ce stade-là, mais que l'hôtel où était l'individu est très proche du siège de Pornhub à Montréal. Alors, il ne faut évidemment pas en tirer de conclusion à ce stade-là, mais il me semble que ça fait partie des éléments, évidemment, sur lesquels la police va se pencher dans les prochains jours. Devront être enquêtés. Monsieur Morin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon, puis tous les politiciens ont été unanimes aujourd'hui, dont le premier ministre canadien Mark Carney, en se disant attristé par la situation. D'ailleurs, au Québec, la première ministre et la mairesse de Montréal ont fait front commun dans une conférence de presse. Les événements tragiques qui se sont déroulés aujourd'hui ont profondément bouleversé les Montréalais. Et plus globalement aussi, je dirais, les Québécois. Et je suis moi-même, en fait, profondément choquée puis attristée de ce qui s'est produit. Alors, au nom du gouvernement du Québec et en mon nom personnel, je tiens d'abord à offrir mes plus sincères condoléances aux familles puis aux proches des personnes qui ont perdu la vie. Aujourd'hui, Montréal est profondément ébranlé par les événements tragiques survenus dans la Côte-des-Neiges. Et je tiens à souligner le courage, le professionnalisme et le sang-froid des policiers et policières du SPVM qui ont intervenu dans des circonstances d'une extrême dangerosité afin de protéger la population. Pour le policier qui est décédé, qui a fait le sacrifice ultime, il est tombé. Il ne sera jamais oublié, c'est notre devoir de mémoire. Et au nom de tous les Québécois, je veux dire que jamais il ne sera oublié. Bon, je retrouve maintenant le superviseur retraité au service de police de Montréal, Stéphane Wall. Bonsoir, M. Wall. Bonsoir. Donc d'abord, en tant qu'ancien policier, là, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris la nouvelle aujourd'hui? Quelques minutes avant que les médias commencent à parler de la nouvelle, j'ai des collègues qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des textos, fait que tout le monde est un petit peu déjà sous le choc de ce qui se passait. Mes premières pensées sont pour les collègues impliqués directement, les collègues un petit peu à travers le Québec, les proches, la famille, parce que c'est des images, des sons
des cris qui vont résonner longtemps dans l'esprit de plusieurs qui sont intervenus ce matin. Ouais, bien justement, ça risque d'être difficile pour les policiers, policières qui ont été impliqués de près ou de loin de cet événement-là. Comment on fait pour se remettre de ça? En fait, pendant l'intervention, les policiers sont formés à intervenir. Donc, sur le coup de l'adrénaline, du devoir, la mission de sauver des vies, les policiers vont faire les gestes, mettre en application les gestes qu'ils ont appris. C'est une fois que l'événement est terminé, que la pression retombe, que là, ils vont commencer à avoir plus les émotions qui vont être reliées à ce type d'intervention-là. Et ça va être important pour eux dans les prochains jours, prochaines semaines, de ne pas rester avec ces émotions-là, d'aller parler à soit des parents aidants, soit des psychologues spécialisés ou SPVM, il y en a. Parce qu'on ne reste pas avec ça. Il faut en parler pour essayer de faire en sorte de se libérer un peu puis de ne pas imploser. Mm-hmm. Et lorsqu'on voit ce type d'intervention-là, comme aujourd'hui, c'est-à-dire, j'imagine que, bon, vous allez me dire, bien sûr, que les policiers sont préparés à vivre ça, mais somme toute, quand même, quand on arrive sur le terrain, on fait face à une situation comme ça, quelles sont les prochaines étapes par la suite lorsqu'on appelle les collègues et on dit, là, on a vraiment besoin de renfort, là? Bien, le type d'appel à la base, de dire qu'il y avait des coups de feu, on peut être assuré qu'il y a plusieurs policiers qui étaient déjà en direction. Maintenant, c'est sûr que les policiers, lorsqu'ils sont dans un échange de coups de feu, il y a encore plus de policiers partout sur le territoire qui vont venir. C'est une situation à risque élevé. Quand on forme les policiers, moi, je formais les policiers en matière de tueurs actifs. Des lendemains de Dawson en 2007, Dawson c'est en 2006, mais à partir de 2007, on formait les premiers patrouilleurs à intervenir, à aller neutraliser la menace. Et la force d'une équipe de policiers, c'est justement le nombre de policiers. Donc, plus qu'on a de policiers sur place rapidement, plus qu'on est capable d'inonder, de localiser le suspect. Il faut le localiser, il faut l'isoler, il faut le contenir. Puis, il faut le neutraliser le plus rapidement possible parce que chaque seconde qui passe, c'est peut-être des nouveaux coups de feu qui vont atteindre d'autres victimes. Donc, il n'y a pas aucune seconde d'appel pour les premiers patrouilleurs. C'est pas le temps d'attendre des effectifs supplémentaires. C'est le temps d'aller, de devenir un prédateur et d'aller neutraliser une proie. Ouais. On sait aussi qu'il y a eu un civil, malheureusement, de tuer. Ça également, ce sont des choses que les policiers ne veulent pas aussi. Ça risque d'être difficile de vivre avec ça, là. Ça risque d'être difficile. Puis là, on va être prudent. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Tout à fait. Je ne veux pas être trop spécifique dans ce cas-là, mais dans l'histoire des tireurs actifs, oui, il est arrivé des victimes innocentes en Amérique du Nord. Il faut comprendre que c'est une fraction de seconde. Donc, si tu es l'objet de coups de feu, tu vois quelqu'un qui fait un geste brusque envers toi, puis là, tu as une analyse en une seconde, bien, ça se peut que tu prennes pas nécessairement tout le temps la bonne décision. Exact. Ça peut être explicable avec le contexte. Ça se passe tellement vite. M. Wall, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Après d'importantes précipitations, l'heure est au nettoyage pour des centaines de citoyens de l'ouest de l'île de Montréal. Tous les détails après la pause. Soyez là. Les citoyens de Pierrefonds-Roxboro sont en colère contre la Ville de Montréal. Après l'épisode de pluie diluvienne, des centaines de résidents ont vu notamment leur sous-sol inondé et ils dénoncent, selon eux, la mauvaise gestion de la situation par la Ville. Les détails avec Lily Mercure. Ils ne peuvent pas dire que c'est un acte de Dieu. L'acte de Dieu ne passe pas chaque 2 ans. Et finalement, on va arriver à une situation où les compagnies d'assurance vont nous refuser. Les résidents de Pierrefonds-Roxboro à Montréal se remettent difficilement des inondations causées par la pluie ce week-end. Lundi, il y avait toujours des gens qui étaient en mode nettoyage, comme on voit ici un plancher qui a été mis au chemin. On a dépensé 3 000 $ pour bloquer une partie, mais c'est venu d'ici. Ma femme est diabète. Moi, je souffre de basse pression et plusieurs autres maladies. Et on n'a pas la puissance de bouger les meubles, sortir des choses. Ce résident indique que des citoyens du quartier veulent même lancer un recours collectif contre la Ville. On sent qu'il y a quand même une colère là, dans le quartier. Colère, ce n'est pas le mot.
où je veux trouver des milliers de dollars chaque fois que ça arrive? La Ville de Montréal indique que les infrastructures municipales ne suffisent plus pour de telles situations et qu'il faut absolument trouver des solutions. Ce qu'on a vu en fin de semaine, 170 mm de pluie, c'est exceptionnel. Quand l'eau tombe sur le sol et que la nappe phréatique, donc le sol, est même pas capable de l'absorber parce qu'il y en a vraiment trop, bien, on se retrouve avec des situations comme celles qu'on vit aujourd'hui. Donc, oui, il faut que la Ville améliore ses infrastructures dans certains secteurs pour s'assurer qu'on répond à ces événements qui sont assez exceptionnels. Entre 300 et 400 foyers ont été inondés dans les 3 arrondissements suivants, soit Dollard-des-Ormeaux, Pierrefonds-Roxborough et Pointe-Claire. On a des équipes de bénévoles pour aider les gens à sortir les meubles et le matériel et mettre ça à côté de la rue pour un ramassage spécial planifié très bientôt. Comment vous trouvez ça de vous faire inonder quelques jours après l'achat? Ça me frustre énormément parce que non seulement que là, j'ai des dommages ici, non seulement que j'ai un petit bébé que là, je ne peux plus emménager, mais là, nous, une chance, on est propriétaire encore de notre condo. Mais là, le condo, je ne peux plus le louer parce que je dois habiter là-bas le temps qu'il décontamine. Ce citoyen a vu une partie de son stationnement céder sous la pression des eaux. How do you find this as a citizen? Frustrating. Very frustrating. And the fact that it keeps happening, and even last time we made a claim with the city and they just refused it, say that, you know, it happens and it's out of control. La mairesse de Montréal explique qu'elle va se pencher sur des solutions avec la communauté métropolitaine de Montréal, dont elle est présidente, et le gouvernement du Québec au cours des prochaines semaines. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. C'était qu'une question de temps pour certains, mais finalement, Carey Price sera intronisé au temple de la renommée du hockey cet automne. L'ancien gardien du Canadien va rejoindre les légendes du sport. L'ancien numéro 31 du tricolore est le gardien le plus victorieux de l'histoire du CH. Il est un des rares à avoir remporté à la fois les trophées Hart et le trophée Vizina. Bon, il y a 40 ans, jour pour jour, en pleine Coupe du monde de soccer, alors que l'Argentine jouait contre l'Angleterre, le légendaire Diego Maradona a dévié de la main gauche un ballon qui a fini dans le but. Ça s'est passé alors que l'arbitre n'a pas vu cet acte de tricherie. Un événement marquant pour les amateurs de soccer qui l'ont rapidement surnommé la main de Dieu. Bon, évidemment, ce qu'on va surveiller demain, ce sont les derniers développements concernant cette fusillade qui est survenue dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Je vous rappelle, il y a 3 personnes qui sont décédées, donc un policier, un civil, un homme donc âgé de 68 ans et le tireur. L'enquête qui s'annonce longue. Alors là-dessus, passez une bonne soirée. On se retrouve demain 17h.